Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Les premiers hommes d'un jeune continent. Jeunesse du continent. Depuis le moment où les premiers Européens ont atteint l'Amérique et l'ont trouvée habitée, 4 questions hantent aussi bien les chercheurs que les profanes. D'où venaient les peuples du soi-disant Nouveau Monde? Quand et comment y sont-ils arrivés? Quel type de culture y ont-ils apporté? Aucune des réponses à ces questions n'a jusqu'à présent recueilli l'unanimité. L'étude scientifique de la préhistoire américaine est un domaine de recherche relativement récent. Au cours des 50 ou 60 dernières années, le développement de techniques de datation et d'identification des vestiges ont permis de nombreuses découvertes archéologiques, mais qui ne sont toujours que fragmentaires. L'histoire que je raconte est celle de l'Indien américain, avant que l'on ait commencé à écrire son histoire. C'est une histoire qu'aucun scribe n'a jamais gravée dans la pierre, qu'aucun vieux sage n'a jamais conté à un cercle de jeunes visages tendus vers lui. Les archéologues ont dû l'extraire de la terre en 1000 endroits, là où les paragraphes et les chapitres sont enfouis sous les sédiments du temps. Les dates avancées sont très imprécises. Après des décennies de spéculations sur des tribus européennes perdues ou même des continents perdus, la majorité des archéologues pensent que les premiers Américains sont originaires d'Asie. La bande de terre connue en archéologie sous le nom de Beringia s'est formée entre 12 000 et 20 000 ans avant notre ère, lorsque les glaciers ont fait baisser les eaux, tout en mettant à jour des terres jusqu'alors submergées. On pense généralement qu'en vagues successives, des hommes ont franchi cette terre ferme. Ils suivaient probablement les mammouths laineux, leur principale source de subsistance. Ils devaient pouvoir survivre pendant des mois à des froids extrêmes, construire des abris, confectionner des vêtements de peau et de fourrure, faire des feux et chasser en groupe. Ces migrants sont arrivés pendant l'ère du Pléistocène. 4 périodes glaciaires se sont succédées durant le million d'années qu'a duré le Pléistocène. Ainsi, pendant la période dite du Wisconsin qui a duré approximativement de 90 000 ou 75 000 ans à 8 000 ans avant notre ère, il y avait suffisamment d'eau gelée pour faire baisser le niveau des océans de façon significative. Là où de nos jours l'eau est profonde de 500 mètres au détroit de Bering, on suppose que la toundra s'étendait sur 1600 km à travers les 2 continents. Le gros gibier a pu migrer le long de cette terre, suivi de prédateurs, des hommes armés de lances. Ces paléo-sibériens semblent être les premiers Américains, les découvreurs du Nouveau Monde. Ils avaient suivi le gibier, mais peut-être aussi reculaient-ils devant d'autres populations, ou s'éloignaient-ils d'un environnement devenu hostile, ou étaient-ils chassés par des changements climatiques. Ce fut une période d'échange. Mastodontes, mammouths, bisons et autres grands mammifères migrèrent vers l'Amérique, tandis que les chameaux et les chevaux originaires d'Amérique se répandaient dans le Vieux Monde. La préhistoire. Le néolithique et les origines. Les découvertes archéologiques repoussent la date de leur arrivée de plus en plus loin dans le temps, de 10 000 à peut-être 50 000 ans avant notre ère. Il n'y a pas d'accord général sur les dates car les objets de pierre eux-mêmes ne peuvent être datés. Ils doivent être replacés dans le temps grâce à une étude de leur environnement géologique, ou par l'analyse au carbone 14 des éléments organiques trouvés dans leur voisinage. Tous s'accordent néanmoins pour dire que cette migration humaine venue d'Asie ne s'est pas produite en une fois, mais en diverses vagues au fil des millénaires, les premiers Indiens se déplaçant en petites unités familiales ou en bandes restreintes. De plus, c'est petit à petit qu'ils se sont dispersés dans les Amériques. Les preuves matérielles de leur présence sont très limitées en raison de leur mode de vie. Le bois, les os et les peaux, qui sont des matières périssables, ont fait partie de la vie quotidienne pendant des millénaires. En fait, les paléo-indiens n'ont probablement pas été les tout premiers habitants des Amériques. Certains sites et objets semblent plus anciens et laissent supposer que des hommes vivaient sur le continent avant cette période. La présence humaine est attestée avec certitude depuis 12 000 ans, sur la foi du site dit de Clovis. Celui-ci, découvert au Nouveau-Mexique en 1932, étaye la théorie la plus communément admise, selon laquelle l'Amérique aurait été colonisée, peu avant cette date, par une peuplade de chasseurs-cueilleurs venus d'Asie. Ces hommes, de type mongoloïde, auraient profité du radoucissement du climat, qui libéra des glaces un large passage entre la Sibérie et l'Alaska. Le détroit de Bering pouvait alors être traversé à pied.
cette histoire est néanmoins de plus en plus remise en cause. Au fil des ans, de multiples découvertes, témoignant d'une occupation antérieure, sont en effet venues contredire cette version trop simple. Une première vague de peuplement se serait faite par le détroit de Bering, il y a 30 000 ou 25 000 ans. La dernière aurait eu lieu au stade glaciaire suivant il y a 15 000 ou 12 000 ans. Entre-temps, d'autres populations auraient pu également se frayer un chemin par un couloir continental ou par une route côtière. On comprend mieux, dans ce contexte, l'intérêt scientifique que présente un squelette humain en très bon état découvert par hasard, le 28 juillet 1996 par deux étudiants qui se promenaient sur les bords du fleuve Columbia, près de la ville de Kennewick, au sud de l'État de Washington. L'analyse au carbone 14 révèle que l'inconnu vécut il y a environ 9400 ans. Il devient l'un des vestiges humains les plus anciens et les mieux conservés du continent américain. Grâce à lui, les anthropologues espèrent mieux comprendre les origines du peuplement du Nouveau Monde. Leurs espoirs ont néanmoins été déçus car, en vertu de la Native American Grave Protection and Repatriation Act, NAGPRA, la loi sur le rapatriement des restes humains et des objets sacrés de 1990, les tribus indiennes peuvent demander la restitution des ossements et des objets sacrés leur appartenant. Aussi 5 tribus, les Umatilla, les Yakima, les Colville, les Nez-Percés et les Wanapum dont les territoires jouxtent le fleuve Columbia, ont réclamé les restes de l'homme de Kennewick, lesquels ont été aussitôt placés sous la garde de l'US Army Corps of Engineers, le génie militaire américain. Pourtant, ces dernières années, plusieurs vestiges humains très anciens ont été découverts sur le sol américain, qui ont été rapidement restitués. Ce qui est remarquable, dans le cas de l'homme de Kennewick, c'est qu'il ne présente aucune des caractéristiques des populations amérindiennes contemporaines. La grande différence est que, avant la mise sous scellé, le médecin légiste avait chargé un anthropologue, Jim Shatters, d'examiner les ossements, qui se sont avérés de type caucasoïde plutôt que mongoloïde. Mais contrairement à ce que se sont empressés d'affirmer les médias, Jim Shatters se défend d'avoir jamais dit que le crâne était de type caucasien. Le consensus semble maintenant être qu'il est davantage apparenté aux populations polynésiennes contemporaines ou à la minorité aïnou du Japon, une population présentant plus de similitudes avec les caucasiens qu'avec la population japonaise contemporaine. Après la mise sous séquestre, des chercheurs ont déposé un recours auprès du tribunal de Portland, dans l'Oregon, afin de poursuivre leurs recherches. Après 7 longues années de lutte juridique, un jugement vient d'être rendu par la Cour fédérale, qui confère aux scientifiques le droit d'étudier les restes de l'homme de Kennewick. Les premiers habitants de l'Amérique. En dépit de l'absence de restes humains des premiers habitants, les chercheurs ont tiré certaines conclusions de l'étude de leurs descendants amérindiens. Dans l'état actuel des connaissances, les Amérindiens, comme les peuples mongoloïdes d'Asie, descendent d'ancêtres proto-mongoloïdes communs. La principale preuve de cet héritage partagé est une caractéristique dentaire, des incisives en forme de pelle. Cette forme particulière serait due à une incurvation de l'émail et de la dentine. Les Amérindiens et les groupes chinois présentent couramment cette caractéristique. Plus de 90% des Amérindiens et 94,2% des Chinois. En comparaison, seuls 9% des Euro-Américains sont concernés. Bien que les Amérindiens aient une ascendance commune avec les peuples mongoloïdes d'Asie, ils appartiennent à un groupe ethniquement distinct, aussi bien des Asiatiques orientaux que des Inuits aléoutes. Les 3 groupes présentent des différences de morphologie, de croissance et de pathologie. Des études hématologiques des Indiens contemporains ont permis de définir certaines particularités. Ils possèdent les groupes A, B et O les plus purs du monde. Le développement distinct des peuples du Nouveau Monde s'explique par un certain nombre de facteurs, comprenant des déviations ou des mutations génétiques et l'influence de l'environnement. Les Paléo-Indiens. On situe approximativement cette période de 15 000 à 7 000 ans avant notre ère, mais suivant les aires géographiques, ces dates ont varié. L'objet le plus caractéristique de la période paléo-indienne est une mince pointe de jet biface. Les surfaces sont relativement planes, preuve que la technique d'éclat par percussion était bien contrôlée. Les pointes étaient en forme de feuille ou de fer de lance. L'éventail d'objets en pierre et en os est étroit, mais varie selon les sites.
Dans les grandes plaines, la plupart des sites archéologiques sont des lieux où l'on abattait et dépeçait les animaux vivant à l'ère du Pléistocène. Dans l'est des États-Unis, il s'agit surtout de campements. Même sur ces lieux de vie, si elles ne sont pas totalement absentes, les meules en pierre pour broyer les aliments sont relativement rares. 10 000 ans avant notre ère, les chasseurs ont commencé à façonner des pierres et des silex pour en faire des pointes de lance pour la chasse. Le type des pointes de lance permet de déterminer à quelle phase paléo-indienne elles appartiennent. Les pointes dites Clovis, trouvées pour la première fois à Clovis, au Nouveau-Mexique, étaient utilisées par les chasseurs entre 9500 à 8000 ans avant notre ère. Elles ont été découvertes surtout parmi des os de mammouths et de mastodontes. Il semble que cette technologie a évolué sur le continent américain, car on n'en a trouvé aucune trace en Asie. On les trouve dans la plus grande partie de l'Amérique du Nord. Des formes plus perfectionnées et plus récentes se trouvent parmi des ossements de bison dont la race est aujourd'hui éteinte. Diversité géographique et culturelle. La pointe Folsom était utilisée il y a 10 000 ans et caractérise la culture du même nom. Le site de Folsom au Nouveau-Mexique nous offre l'un des plus beaux exemples de technologie paléo-indienne. Situé dans un canyon fermé, le site contenait les restes de 23 bisons d'une espèce maintenant disparue. Les pointes trouvées sur le site sont fines et légères, cannelées et fabriquées par retouche par pression. Quant à la pointe Plano, on la trouve surtout entre 7500 et 4500 ans avant notre ère. Ces utilisateurs chassaient des espèces de bisons aujourd'hui également éteintes. On considère que les Indiens Piano représentent un pont avec la période archaïque, car leur économie était plus variée que la simple chasse au gros gibier. La période archaïque, les cueilleurs-chasseurs. À la fin de la période paléo-indienne, l'environnement connut de profonds bouleversements. Au fur et à mesure que le climat devenait plus sec et plus chaud, les animaux de l'ère du Pléistocène s'éteignirent et furent remplacés par du gibier plus petit. Certains troupeaux n'étaient plus assez nombreux pour être viables. C'est ce qui arriva par exemple au cheval. S'adaptant à cette évolution de l'environnement, les Indiens archaïques commencèrent à utiliser un plus large éventail de ressources, s'adonnant davantage à la cueillette et moins à la chasse. Ainsi, la période archaïque se caractérise par la cueillette de noix, de baies, de graines, le ramassage de coquillages, la chasse au moyen de lances ou de javelots, et l'apparition de la poterie. Cette période, qui a duré d'environ 8000 à 1000 ans avant notre ère, était celle des migrations. Lorsque les ressources alimentaires venaient à s'épuiser dans une région, les Indiens se déplaçaient vers une autre région. Les archéologues ont néanmoins trouvé quelques sites permanents, révélés par des tas d'ordures, principalement près des lacs et des rivières, signe d'un début de sédentarisation. Le réchauffement de la terre donna lieu à des nourritures nouvelles, changeant le mode de vie des Indiens et rendant leur vie plus facile. L'os, le bois, les andouillés, la pierre, les peaux, les fibres végétales servaient à faire outils et récipients, lances, masses, meules, pipes, pots et paniers de cuisson. Des pierres brûlantes étaient plongées dans ces paniers de cuisson pour faire bouillir les aliments. La culture cochise a été florissante à cette époque, dans ce qui est aujourd'hui l'Arizona et le Nouveau-Mexique. La vie de ce peuple était étroitement liée au lac Cochise, et lorsque celui-ci commença à s'assécher, le mode de vie se modifia peu à peu. Ces hommes devinrent davantage dépendants de leur agriculture. Ils rassemblèrent toutes les plantes et les fruits sauvages comestibles connus, comme le yucca, les figues de Barbarie, les pignons, et se mirent à les cultiver. Les découvertes faites à Bacave, au Nouveau-Mexique, prouvent que 3300 ans avant notre ère, ils cultivaient déjà le maïs. On trouve alors des instruments à moudre les aliments dans leurs campements, des manos, pierres à moudre, des métates, meules de pierre, des mortiers et des pilons. Le régime alimentaire devint plus équilibré, avec une combinaison de viande et de plantes. Les Indiens archaïques commencèrent à construire des bateaux et à domestiquer les chiens. Cependant, ces hommes ne se préoccupaient pas seulement de tâches pratiques et de survie. Ils commencèrent à façonner des ornements. De même, ils élaborèrent un système complexe de croyances et de rites, y compris de rites funéraires. On commença à enterrer les morts dans des tombes. Ainsi, la période archaïque fait preuve d'une plus grande sophistication technologique et d'une meilleure faculté d'adaptation que les cultures précédentes, lorsque les hommes chassaient le gros gibier et fourrageaient pour trouver de la nourriture.
La culture archaïque s'avéra stable, efficace et universelle. On la trouve en effet sur tout le continent. Les hommes produisaient des objets de pierre habilement façonnés, en utilisant les techniques d'affûtage et de polissage. Ils faisaient également des récipients de pierre. Quant aux outils, ils comprenaient des forêts, des haches, des gouges et des scies. Dans les sites d'occupation devenus plus permanents, on a découvert des perles de pierre, d'os, de coquillages, des carapaces de tortues et pour la première fois, les ornements utilisaient le cuivre. Des inhumations avaient lieu, y compris des crémations partielles et des sépultures où les morts étaient repliés sur eux-mêmes dans des tombes rondes, avec la présence d'ocre rouge et d'objets funéraires. L'économie était pourtant encore une économie de chasse et de cueillette, qui utilisait une grande variété de ressources locales. Pendant cette période, la dépendance des plantes comestibles augmenta en importance. Les hommes archaïques consommaient le petit gibier, les oiseaux, les coquillages et les poissons qu'ils attrapaient en utilisant des hameçons, des filets et des harpons. Diversification des cultures, de 1500 millième ans avant notre ère à 1500e ans de notre ère. Avec les progrès de la culture, survint la diversification. Suivant les régions, les Indiens évoluèrent différemment. La vie alors tournait autour de la culture du maïs, des calebasses et des courges. Plus au nord, les Indiens chassaient avec des arcs et des flèches. Textiles, poterie et vannerie étaient d'usage courant. Selon les archéologues, des sociétés complexes virent le jour. Ces hommes étaient capables de vivre en groupes nombreux et sédentaires, dans des villes pouvant atteindre des milliers d'habitants. Durant cette période de formation se sont développées entre autres, deux civilisations élaborées, les bâtisseurs de tertre à l'est et les Anasasis dans le sud-ouest. Nous reviendrons plus loin sur ces deux civilisations, en les situant dans leur environnement respectif. Diversité géographique et culturelle. La terre a toujours été un élément essentiel des identités indigènes. Comme tous les peuples et en particulier dans les sociétés tribales, les Indiens étaient en contact étroit avec la nature, qu'ils s'adonnent à la cueillette ou à la chasse, qu'ils abattent un arbre pour construire un canoë, ou qu'ils se déplacent simplement dans la forêt. Mais si forte que soit l'intimité entre les peuples indiens et la terre, cette relation est facilement bouleversée ou détruite. C'est ainsi que l'on pense que la sécheresse a contraint les Anasasis à abandonner leur ville. L'introduction du cheval et du fusil dans les plaines et les régions voisines a changé la relation entre les peuples de chasseurs et leurs terrains de chasse. Les hommes, les forêts, les mers dans le nord-est du continent. Dans le nord-est, les forêts de conifères et d'arbres à feuilles caduques offrent leurs ressources essentielles aux indigènes et aux animaux. Les peuples de cette région ne manquaient pas de ressources. Les forêts fournissaient en abondance le bois pour construire les longues maisons, les canoës, les paniers. Ils servaient également de combustible. Les indigènes consommaient les animaux de la forêt, lapins, dindes, ours, cerfs et écureuils. Ils révéraient les cerfs et les orignaux considérés comme des présents des esprits animaux. Ils cueillaient baies et plantes, myrtilles et riz sauvages, mais par ailleurs cultivaient les tournesols et les courges. De plus, dans cette région émaillée de lacs et de cours d'eau, sans compter la côte, les hommes étaient d'excellents pêcheurs. Ainsi, les Micmacs fabriquaient des barrages de pierre et de branchages entrelacés pour attraper les anguilles et allaient en mer chasser les marsouins. Là où le mode de vie était relativement sédentaire, les hommes purent élaborer des systèmes sociaux complexes, y compris des clans et des sociétés. Au nord, en raison des rigueurs du climat qui interdisaient l'agriculture, les Ojibwés, les Abénaquis, les Micmacs et autres tribus de langue algonquine menaient une vie nomade de chasseurs-cueilleurs, se déplaçant dans leurs canoës d'écorce de bouleau. Les lointains ancêtres des tribus d'horticulteurs plus au sud avaient probablement mené le même mode de vie, ainsi que l'indiquent des emplacements de camps de chasseurs de gros gibier datant de 16 000 ans avant notre ère, alors que les glaciers couvraient la région. Lorsque les peuples de langue algonquine se déplaçaient sur leur territoire, ils érigeaient souvent de simples tipis coniques recouverts d'écorce ou de peaux d'animaux. Pour leurs camps d'été ou d'hiver, qui étaient plus stables, ils construisaient des wigwams, des structures sophistiquées en forme de dôme, faites soit de jeunes arbres couverts d'écorce de bouleau ou d'orme, soit de peaux cousues. Au sud des lacs supérieurs et Erie, une épaisse couche de terreau fertile permettait aux Algonquins comme les Illinois, les Ojibwés du Sud et les Menominee d'obtenir d'abondantes récoltes de maïs, de haricots et de courges, favorables à une vie sédentaire.
C'était le cas également des tribus de langue sioux comme les Winnebago, des Delaware, des Wampanoag et d'autres peuples de la côte atlantique. Chasse et cueillette avaient toujours leur importance, particulièrement pour ceux qui avaient à leur disposition les riches ressources de la mer, mais leur vie était néanmoins rythmée par les tâches agricoles. L'influence de l'agriculture est particulièrement sensible chez les bâtisseurs de tertres qui se sont installés dans les vallées fertiles à partir d'environ 500 avant notre ère. Les bâtisseurs de tertres de la basse vallée du Mississippi. Les bâtisseurs de tertres vivaient dans la partie est des États-Unis, d'environ l'an 1000 avant notre ère jusque vers l'an 700 de notre ère, et les bâtisseurs de tertres temples, culture mississippienne dans le sud-est, de l'an 700 jusqu'après le contact avec les Européens. Les traces de ces civilisations se trouvent dans les tertres éparpillés entre les Grands Lacs et le golfe du Mexique. Le tertre Etowah, dans le nord de la Géorgie, en l'an 1200, devait résonner du rire des enfants et des aboiements des chiens. On imagine que les chasseurs rentraient des bois, chargés de daims à queue blanche et de dindes sauvages. La ville comptait jusqu'à 3000 habitants, aux coutumes sociales et aux pratiques rituelles complexes. Les fouilles du tertre à Etowah révélèrent des statues de marbre, des plaques de cuivre repoussées représentant des oiseaux mythiques, des coquillages gravés et plus de 200 sépultures. Le peuple d'Etowah vivait en familles étendues et pratiquait un système clanique, que l'on a pu déterminer sur les tombes trouvées dans le tertre. On a identifié le clan du vent, de l'ours, de l'oiseau et de la panthère. À l'origine, les tertres cités étaient construits autour de plusieurs grands tertres. Le plus grand était en général le tertre-temple. C'est là que les prêtres célébraient les cérémonies religieuses et les rites funéraires. Les tertres étaient construits entièrement à la main, en utilisant des paniers pour transporter la terre. Ils étaient entourés de champs pour nourrir la population. Lorsque les explorateurs européens arrivèrent, les tertres étaient enfouis sous terre. Leurs habitants avaient disparu, et nous ne savons d'eux que ce que les fouilles nous en ont révélé. Les Adena et les Hopewell présentaient de nombreuses caractéristiques communes, si ce n'est que tous chez ces derniers étaient en général plus riches et à plus grande échelle. Ils avaient créé un très vaste réseau d'échanges, puisque sur certains sites, les fouilles ont mis à jour aussi bien de l'obsidienne des Black Hills, que du mica des Appalaches, de l'argent du Canada ou des crânes d'alligators de Floride. Les Adena comme les Hopewell avaient donné naissance à des artisans accomplis, ainsi que le prouvent les objets décorés de motifs abstraits ou figuratifs. Colliers, coiffes, coupes, poteries, pipes en pierre décorées de figurines humaines ou animales. Les Adena étaient des chasseurs-cueilleurs, mais les ressources de la vallée de l'Ohio étaient si riches qu'ils ont eu le loisir d'élaborer une vie rituelle et cérémonielle complexe symbolisée par des travaux de terrassement monumentaux, comme le tertre du Grand Serpent. Cet ouvrage de terre de 381 mètres de long, 6 mètres de large et 1,20 mètres de haut, évoque la forme d'un serpent sinueux qui tiendrait un œuf dans la gueule. Lorsque la culture Hopewell, de la ville actuelle de Hopewell dans l'Ohio, est apparue quelques siècles plus tard, ses membres ont développé une société encore plus puissante et sophistiquée. Contrairement aux sociétés plus ou moins égalitaires qui les entouraient, les Hopewell ont concentré leurs efforts sur une élite sociale et religieuse. Ils ont transformé pour 500 ans la vie culturelle du Midwest, des Grands Lacs au golfe du Mexique. Qu'est-il advenu de ce peuple entreprenant et dynamique ? Comme pour le déclin des civilisations mésoaméricaines ou du sud-ouest américain, différentes théories ont été évoquées. Changement climatique, récolte désastreuse, épidémie, guerre civile, invasion, ou simplement déclin culturel. À l'intérieur des terres, dans les forêts qui s'étendaient du lac Huron vers l'est et vers le sud jusqu'aux Appalaches, un groupe de peuples d'habiles chasseurs et trappeurs, les Iroquois, est apparu au sein de la culture algonquine. C'étaient également des agriculteurs qui maîtrisaient parfaitement la technique de la culture sur brûlis. La plupart des peuples de langue iroquoise vivaient au sud du Saint-Laurent, dans ce qui est aujourd'hui l'État de New York. Un autre groupe occupait les basses terres entre les lacs Huron, Erie et Ontario. La vie iroquoise était concentrée dans des villages de longues maisons aux toits arrondis, qui étaient entourés d'un terrain planté généralement de maïs. Chaque longue maison abritait plusieurs familles liées entre elles. De telles constructions sont toujours utilisées pour des réunions de la communauté tribale, ou pour des cérémonies. Quelque temps avant le XVe siècle, 5 groupes iroquois, les Cayugas, les Mohawks, les Oneida
les Onondaga et les Sénéca, formèrent une ligue ou confédération appelée les 5 Nations du Haudenosaunee, le peuple de la Longue Maison. Il sera question plus loin du rôle important joué par cette puissante ligue dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Le Sud-Est, les hommes de la mangrove. Dans cette région se succèdent des zones côtières avec des marécages d'eau salée, des hautes herbes et des bosquets de cyprès, les Everglades subtropicales, la plaine inondable du Mississippi, les terres fertiles de la Black Belt, le plateau du Piémont, les montagnes Blue Ridge, Smoky et Cumberland du sud de la chaîne des Appalaches. La terre était presque partout couverte de forêts, qui offraient à leurs habitants du bois et les produits de leur faune et de leur flore. Lors du contact avec les Européens, la majorité des Indiens construisaient leurs maisons le long des rivières, en villages qui représentaient la principale forme d'organisation sociale. Le sol étant très sablonneux, à l'exception de la Black Belt, les champs changeaient fréquemment d'emplacement et en conséquence, les villages qui vivaient de leurs récoltes. On peut dire que les Indiens du Sud-Est étaient pour la plupart d'abord des agriculteurs, et ensuite des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. La chasse y demandait des techniques particulières, car il n'y avait pas de neige pour ralentir la course du gibier. Par exemple, la plupart des chasseurs du Sud-Est imitaient l'appel des cerfs afin de les attirer à portée de leurs armes. Les demeures typiques, telles que celles des Creeks, étaient de longues maisons d'étais rectangulaires et à pignons, crépies à la boue et pour l'hiver, des maisons coniques en partie enterrées pour l'isolation. Dans les zones subtropicales, les maisons étaient ouvertes à la chaleur. Les Séminoles vivaient dans des demeures sans murs, dont le toit était fait de branchages et de palmes. Les Indiens du Sud-Est utilisaient de nombreuses plantes à usage médicinal et rituel. Ils cultivaient le tabac, qu'ils fumaient dans des pipes durant les cérémonies et les rites de conjuration, ou encore s'en frottaient le corps comme remède. Des peuples voisins établissaient des liens pacifiques et commerciaux. Les langues parlées étaient très variées, incluant entre autres le muskogéen, le sioux et l'iroquois. Des objets datant de 1500 ans avant notre ère ont été mis à jour en Louisiane, et des restes de la culture des bâtisseurs de tertre parsèment tous les États du Sud. En fait, certaines de ces cultures vivaient encore lors de l'exploration d'Hernando de Soto. Les derniers représentants sont morts des maladies importées d'Europe ou lors des guerres avec les Français. Les tertres abritaient des sépultures chez ces civilisations qui ont prospéré entre les années 1000 et 1500. Les morts étaient enterrés avec leurs bijoux et des objets sculptés qui semblaient indiquer leur statut, leur puissance ou les aider dans leur voyage vers l'autre monde. Les peuples du Sud-Est sont connus pour leur vannerie, leur poterie et leur tissage. Puis, dès qu'ils ont obtenu des marchandises des Européens, ils ont commencé à coudre des vêtements en patchwork, de style européen. Il est difficile de dresser un tableau détaillé de la complexité culturelle de la région, car ces peuples ont été très tôt en contact avec les Européens, à commencer par une expédition espagnole en 1513. Les intrusions successives des colons espagnols, français, anglais, puis nord-américains ont apporté la guerre, la maladie et la destruction du tissu social, provoquant le rapide déclin de ces Indiens. La population des Grandes Plaines, migration et révolution. Les Grandes Plaines sont couvertes de hautes herbes, de collines ondoyantes, qui ne reçoivent que 25 à 50 cm d'eau par an. Au nord, les hivers sont très rigoureux avec une neige très abondante. Les Grandes Plaines offrent d'immenses étendues de pâturage pour les bisons et d'autres animaux qui y trouvent leur nourriture. Mais un changement du vent et une période de sécheresse peuvent suffire à transformer cette terre nourricière en désolation. Saules et peupliers de Virginie bordent les rivières. Ces immenses étendues sont interrompues par des formations comme les Black Hills, les Ozarks et les Badlands du Dakota, ou les Sand Hills du Nebraska. Il fut un temps où d'immenses troupeaux, surtout de bisons, parcouraient la prairie. Sans barrière naturelle pour s'opposer à leur déplacement, sans prédateurs, les bisons prospéraient par millions. Les hommes se cantonnaient au voisinage des rivières, vivant des ressources des vallées, ours, cerfs, lapins et gibier à plumes. Ils chassaient les bisons à pied, les piégeant dans les ravins ou les poussant à se précipiter du haut des falaises. Les peuples des plaines étaient à l'origine des chasseurs de culture dites piano. Ils ont suivi les migrations des bisons jusqu'à leur quasi-disparition due à une longue période de sécheresse qui a duré environ de 5000 à 2500 ans avant notre ère. Puis, le climat redevint plus humide, ce qui permit aux bisons de se multiplier à nouveau.
La majorité des descendants de la culture piano étaient devenus des agriculteurs dans les vallées fluviales, et ne revinrent dans la région que vers l'an 1500, lorsque le cheval rendit à nouveau fructueuse la chasse au bison. Les Indiens utilisaient la peau de bison pour leurs tipis, mais aussi pour faire des mocassins, des vêtements, des travois, des sacs. Les peuples des plaines utilisaient aussi les os des bisons ou encore des os d'oiseaux, pour faire des aiguilles et divers outils. Ils consommaient la viande fraîche ou la faisaient sécher pour l'hiver. Ils déterraient les navets sauvages, cueillaient les baies, récoltaient des plantes à usage médicinal. Les saules servaient à construire des loges de sudation et à faire de la vannerie. Un millénaire avant notre ère, des groupes migrèrent dans les plaines et des communautés nomades commencèrent à s'installer dans des villages, transformant en jardins les fertiles plaines inondables. Cependant, des changements climatiques venaient parfois modifier la vie des villages lorsque la sécheresse détruisait les récoltes de maïs, de haricots, de courges et de tabac. Ces cultures furent néanmoins prospères tant qu'elles n'entrèrent pas en contact avec les Euro-Américains. Les ancêtres des Mandans avaient migré depuis la vallée du Missouri. À la fin du XIIe siècle, ils avaient été en contact avec les ancêtres des Arikara et des Pawnee qui avaient quitté le Nebraska et le Kansas actuel pour fuir la sécheresse. Leurs cultures se mêlèrent. Lors de l'arrivée des Européens, la plupart des groupes vivaient dans des villages constitués d'habitations de terre et entourés de palissades, le long des principales rivières. Les Pawnee vivaient au Nebraska, les Arikara dans la plus grande partie du Dakota du Sud et les Mandans dans le Dakota du Nord. Ces peuples étaient des agriculteurs accomplis, dont les vies suivaient toutes le même rythme. Les plantations au printemps, la chasse au bison l'été et au début de l'automne, les récoltes avant le long hiver. On pense que lors des premiers contacts avec les Européens, les seuls habitants des plaines qui n'étaient pas agriculteurs étaient les Blackfeet de langue algonquine au nord, et les Comanches de langue uto-aztèque au sud. Tous les autres étaient des agriculteurs sédentaires ou semi-nomades, qui se déplaçaient lorsque la terre était épuisée en un endroit. La vie dans les plaines devait changer définitivement lorsque, au XVIe siècle, les Espagnols réintroduisirent le cheval, un animal qui avait disparu d'Amérique du Nord depuis des millénaires. D'abord les Pawnee puis, à la fin du XVIIe siècle, les autres tribus de la région adoptèrent le cheval et commencèrent à sortir des vallées. Les agriculteurs pouvaient plus facilement transporter le produit de leur chasse saisonnière au bison. Certaines tribus de zones de forêt, comme les Cheyennes, étaient venues dans les plaines pour cultiver la terre. Mais avec le cheval, ils se consacrèrent bientôt uniquement à la chasse au bison. Avec leur nouvelle mobilité et les vagues d'immigrants qui déferlaient dans les plaines, des rivalités se développèrent pour s'assurer la terre et ses ressources. Le tipi fut un facteur déterminant de la mobilité du style de vie. Cette habitation conique, originaire des forêts du Nord, était parfaitement adaptée à la vie dans les plaines. Les poteaux et les peaux de bison qui le composaient se démontaient facilement et pouvaient être transportés sur des travois tirés par des chevaux. La colonisation par les Euro-Américains, les guerres, les maladies et la disparition des bisons mirent un terme au mode de vie traditionnel des plaines. Les peuples qui autrefois parcouraient librement les grandes plaines furent confinés dans des réserves. Nous verrons que la résistance des Indiens fut plus vive dans les plaines que partout ailleurs, mais le massacre en 1890 de près de 350 Sioux Lakota à Wounded Knee dans le Dakota du Sud y mit définitivement fin. Les cueilleurs-chasseurs du Grand Bassin. Le Grand Bassin occupe un plateau désertique qui recouvre la quasi-totalité de l'Utah et du Nevada, ainsi qu'une partie du Colorado, du Wyoming, de l'Idaho et de l'Oregon, presque entièrement encerclés de montagnes et de plateaux. Lorsque les glaciers fondirent à la fin de l'ère du Pléistocène, la région était émaillée de 68 vastes lacs, y compris le lac Bonneville et le lac Lahontan. Le Grand Lac Salé et le lac Sevier sont des restes du lac Bonneville. Les lacs Pyramides, Winnemucca et Walca sont les seuls témoins de ce qui fut le lac Lahontan. En raison de la qualité géologique particulière de la région, les eaux actuelles sont extrêmement salines. La vallée de la Mort, située en dessous du niveau de la mer et dont la température en été peut dépasser 50 degrés Celsius, présente les caractéristiques extrêmes du bassin. La végétation est maigre, composée surtout de touffes d'armoise, de pins pignons et de genévriers. Au moment du contact avec les Européens, les Indiens de la région se nourrissaient de tout ce qui était comestible.
graines, noix, baies, racines, serpents, lézards, insectes et rongeurs, ce qui justifie le nom de fourrageurs qu'on leur a donné. Ils chassaient également les lapins, les antilopes et les oiseaux. Dans une moindre mesure, ils s'adonnaient à la pêche. Leur existence difficile tournait autour de la quête de nourriture, d'eau et de bois, ainsi que de matériaux pour fabriquer les objets de la vie quotidienne. Ils étaient d'ailleurs d'excellents vanniers. Tous les habitants de cette région peu peuplée étaient de langue uto-aztèque, à l'exception des Washoe qui parlaient un dialecte de la famille Hokan. La nourriture étant rare, ils se déplaçaient en petites bandes familiales et avaient peu d'identité tribale et de vie sociale. Parfois, plusieurs bandes se réunissaient pour des chasses à l'antilope, au lapin ou aux sauterelles. Nul endroit ne pouvait produire suffisamment de nourriture pour rendre possible la vie en village permanent, si bien que les autochtones n'avaient pas un sens développé de la territorialité. Les habitations étaient de simples structures coniques, formées d'une armature de saule couverte de broussailles ou de roseaux. En dépit de leurs maigres ressources vivrières, les peuples de ce pays aride suivaient les rythmes du désert pour profiter au mieux des saisons. Au printemps, les marmottes et les écureuils étaient encore gras après l'hibernation et se mouvaient plus lentement. Les grousses pouvaient être attrapées au filet pendant la saison des amours. Quant aux populations qui vivaient près des lacs et des cours d'eau, elles avaient du poisson toute l'année. À l'approche de l'automne, les familles éparpillées se rassemblaient pour récolter les pignons. Les réserves étaient stockées dans des trous creusés dans la terre. Les Shoshones construisaient des enclos de plus de 3 km de long avec de l'armoise, du bois et des pierres pour capturer des antilopes. Ils débusquaient les lapins qu'ils attrapaient au filet. Tout était essentiel pour traverser l'hiver sans souffrir de la faim. Plus tard, au XVIIIe et XIXe siècle, certaines bandes avaient adopté le cheval et étaient devenues des peuples de chasseurs dans les grandes plaines à l'est. Les Utes occupaient une région suffisamment humide pour abriter du gros gibier, comme des élans, des bisons et des moutons des montagnes, alors que les Paiutes, sur le versant est de la Sierra Nevada, pouvaient irriguer leurs prairies et constituer des réserves de nourriture plus importantes. Comme dans les autres régions, les Européens ont bouleversé le Grand Bassin et ses habitants. Certains, les Shoshones en particulier, avec l'introduction du cheval aux environs de 1700, sont allés vers les plaines et en ont adopté les traditions. Lorsque l'or fut découvert en Californie et dans l'ouest du Nevada, les peuples qui restaient dans le bassin furent incapables de résister à l'incursion des Blancs. Ils n'avaient rien pour se battre et étaient dénués de traditions guerrières. En 1863, le gouvernement s'empara simplement de la région. Dès 1874, la plupart des Indiens avaient un emploi salarié ou dépendaient totalement du gouvernement. Au sud-ouest, des Mogollons et des Hohokam aux Anasazi. La topographie du sud-ouest est variée, faite de déserts, de plateaux et de zones de montagne. C'est une région aride et superbe, de sable et de pierres sculptées par des millions d'années d'érosion. La pluie y apporte la vie, sous forme surtout d'orages violents qui inondent rapidement les canyons, ruisselle dans les déserts et est aussitôt absorbée par les sables. Plusieurs rivières sillonnent le sud-ouest. Le Rio Grande à l'est, le Colorado à l'ouest, le Salto-Gila au nord du Mexique, sans oublier le Petit Colorado, les rivières San Juan, Puerco et Chama. La faune et la flore ont un cycle naturel fragile, sensible aux variations du taux d'humidité. En altitude, les pins et les genévriers se regroupent dans une mince couche de terre arable parmi les rochers et les gorges. Dans les plaines désertiques, des buissons de cactus et d'arbustes épineux, mesquites, sont partout présents, sauf dans les endroits les plus désolés comme la vallée de la mort. L'eau, ou plutôt la rareté de l'eau, a façonné le cours de la vie humaine dans cette région. Il y a des milliers d'années, les hommes chassaient comme ils l'ont toujours fait dans les déserts, utilisant les moindres ressources pour manger, se vêtir, s'abriter. Mais certains de ces anciens cultivaient aussi le maïs et les courges. L'agriculture a prospéré dans l'aridité du sud-ouest dans des proportions rares en Amérique. Le succès de ces anciens agriculteurs du désert se révèle dans l'art, la technologie et les rituels des civilisations préhistoriques de la région. Il y a environ 2000 ans, 3 cultures importantes se distinguèrent par un mode de vie semi-agricole et sédentaire. La tradition mogollonne localisée surtout dans les monts Mogollon, la tradition Anasazi, au point de rencontre des États actuels d'Arizona, du Nouveau-Mexique, de l'Utah et du Colorado, et la culture Hohokam.
Les Mogollons vivaient dans les montagnes du sud-est de l'Arizona, le sud-ouest du Nouveau-Mexique et le nord du Mexique. Ils supportaient ce climat extrême grâce à des maisons sur fosses bien isolées, enfoncées d'1 mètre à 1,20 m en terre et construites avec une armature de rondins, des branchages et de la boue. Ils cultivaient le maïs, les haricots, les courges, le tabac et le coton. Ils ont laissé des poteries, d'abord simplement brunes puis rouges sur fond brun, rouge sur fond blanc et noir sur fond blanc, décorées de dessins géométriques et de représentations humaines et animales. Comme partout dans le sud-ouest, les potiers utilisaient de minces boudins d'argile enroulés pour former des pots ou n'importe quel autre récipient. Bien que les Européens aient introduit le tour, les potiers pueblo utilisent encore souvent cette technique. Les fouilles ont révélé que les Mogollons fumaient du kinnikinnick avec des pipes tubulaires en pierre ou en argile, dont il existe de nombreux exemplaires dans les collections des musées. Les premiers villages comportaient une vingtaine de maisons, dont l'entrée était orientée à l'est pour accueillir les premiers rayons du soleil. Certaines familles faisaient du feu au centre de leur habitation, parfois simplement dans un trou creusé dans le sol ou dans des foyers tapissés d'argile ou de pierre. Parfois aussi, le feu était à l'extérieur et des pierres brûlantes étaient transportées dans l'habitation pour la réchauffer pendant les froides nuits d'hiver. Les biens d'une famille typique comportaient des poteries, des paniers et des berceaux de fibres de yucca tressées, des couvertures de plumes ou de fourrure de lapin et divers outils d'os ou de pierre. Les Mogollons possédaient une abondance de pendentifs, de colliers, de bagues et de bracelets faits de coquillages, d'os ou de pierres semi-précieuses. Suivant les saisons et en obéissant à des rituels compliqués, les familles plantaient du maïs, des haricots, des courges et du coton le long des rivières ou sur le haut des falaises dans l'espoir que si la récolte était mauvaise en un endroit, elle serait meilleure ailleurs. Les enfants surveillaient probablement les récoltes, chassant les rongeurs et les oiseaux. Les Mogollons n'avaient pas pour autant renoncé à la chasse. Armés de lances et de atlatls au début de leur histoire, puis d'arcs et de flèches, ils tuaient des cerfs et des bisons du désert de Chiricahua, et piégeaient des dindes sauvages, des rats musqués, des castors et des lièvres. Ils partaient aussi en expédition de cueillette, récoltant diverses baies et graines. Quant aux plantes fibreuses et aux écorces, ils les utilisaient pour faire de la vannerie, des sandales, des vêtements et des berceaux. Cette civilisation prospère fut frappée d'un désastre qui commença vers l'an 500 de notre ère. Pendant les 2 siècles qui ont suivi, une série de mauvaises récoltes provoqua des famines si graves que les survivants, abandonnant une agriculture devenue impossible, retournèrent aux anciens modes de subsistance basés sur la chasse et la cueillette. À la fin de cette crise, vers l'an 700 de notre ère, retrouvant un nouveau cycle de développement, les tribus Mogollons se sont rapprochées des Anasazi qui étaient alors en plein essor. Ce fut une période de grande créativité, de fabrication des poteries de type noir sur blanc connues dans le monde entier, comme modèle de l'art des peuples préhistoriques d'Amérique. Alors que durant le premier millénaire, les maisons sur fosse étaient les plus courantes, les Mogollons privilégièrent ensuite des structures de plusieurs pièces construites au-dessus du sol, se rapprochant ainsi des structures Anasazi. En même temps que le nombre de pièces augmentait, leur taille devenait plus petite. Les nouveaux styles d'architecture reflétaient sans doute une transformation des grandes familles en groupes familiaux plus restreints. Il est vraisemblable que pendant leur période de prospérité et les crises qui ont suivi, les jeunes couples vivaient avec les parents du mari. Cela permet aux hommes d'une même communauté de chasser ensemble. En revanche, le schéma est inversé pour les populations vivant de l'agriculture. Le premier groupe de travail est alors constitué de femmes qui ont donc intérêt à vivre ensemble. C'est lorsque l'influence des Anasazi se fit plus forte que les jeunes couples se mirent à vivre dans des résidences indépendantes et à organiser des groupes de travail constitués de femmes. Vers la fin de leur développement, les villages Mogollons comprenaient environ 275 pièces chacun. La société était devenue plus complexe, urbanisée et stratifiée. Certaines familles avaient des demeures plus vastes, avaient accumulé des richesses et détenaient davantage de pouvoir. Aux environs de l'an 1100, les Mogollons traversèrent une nouvelle période de crise qui affecta pratiquement tous les peuples du Sud-Ouest. Les recherches archéologiques ont révélé que les causes furent multiples. Vers 825, les Apaches ont commencé à se déplacer vers le sud-ouest, suivis 175 ans plus tard par les ancêtres des Navajos. En outre, des périodes de grande sécheresse et une série de mauvaises récoltes ont provoqué des situations conflictuelles.
À la fin du XIIe siècle, il semble que les Mogollons soient devenus pratiquement indiscernables des Anasazi, qui étaient apparus sur les mésas et dans les canyons un siècle avant notre ère. La culture Hohokam, dont le nom signifie ceux qui sont partis, dans la langue des Pima qui vivent aujourd'hui sur leur ancien territoire, est née à l'ouest de celle des Mogollons, dans le sud désertique de l'Arizona. En dépit d'un climat hostile, les Hohokam ont réussi à faire vivre le désert. Leur agriculture dépendait d'une irrigation très élaborée, jouant suivant les saisons sur la fonte des neiges au printemps et les pluies d'été sur les montagnes pour alimenter les canaux d'irrigation. Aux récoltes venaient s'ajouter les produits de la cueillette, que ce soit les fruits de cactus géants ou d'armoises. Pour construire des maisons carrées parfois très vastes, les Hohokam creusaient le sol beaucoup moins profondément que les Mogollons, même si on appelait leur habitat également maison sur fosse. Les os et les cendres trouvés par les archéologues indiquent que les Hohokam incinéraient leurs morts lors de cérémonies funéraires assez rudimentaires. Aux environs de l'an 500, ce peuple vivait presque exclusivement de l'agriculture, grâce à des systèmes d'irrigation énormes, dont certains sont encore en usage aujourd'hui. Son esprit pratique lui avait permis de construire, avec uniquement des pics et des paniers, des canaux de 25 km de long qui atteignaient parfois 4 mètres de profondeur. Ils pouvaient ainsi arroser leurs champs de maïs, de courges, de haricots, de tabac et de coton. Leur système d'irrigation était tellement parfait qu'ils obtenaient 2 récoltes par an, outre les récoltes de fruits de cactus et d'armoises. Au fil du temps, des structures politiques se sont formées qui dépassaient le niveau tribal, comme le laisse à penser le gigantesque ensemble de ruines que l'on appelle maintenant Mesa Grande. Elle était probablement un centre politique important, au cœur d'un véritable réseau commercial. Dans les années 1000, le système tribal égalitaire avait été remplacé par un système élitaire qui comprenait des chefs religieux et des chefs séculiers. Une organisation aussi complexe était nécessaire pour construire et entretenir les canaux d'irrigation et les édifices consacrés aux cérémonies publiques. Comme nous l'avons vu, au cours des siècles après les années 500 de notre ère, les communautés mogollonnes commencèrent à migrer vers l'ouest, victimes de la sécheresse et des mauvaises récoltes. On assiste alors à un mélange des cultures mogollonnes et Hohokam. Puis, plus tard, des Anasazi arrivèrent dans des territoires traditionnellement Hohokam. Il semble qu'il y ait eu une période de coexistence pacifique, avec d'inévitables influences culturelles réciproques. Les sociétés mixtes qui en ont résulté nous ont laissé des témoignages de leur artisanat. Toutes les cultures du Sud-Ouest excellaient dans l'art du tissage du coton. Quant aux poteries, si les décorations diffèrent par le graphisme et les couleurs, elles utilisent toutes la même technique de bandes de glaise enroulées et collées les unes aux autres, puis lissées. Comme les Mogollons et les Hohokam, dans les déserts du Sud, les premiers peuples Anasazi ont vécu de grands bouleversements pendant les 5 premiers siècles de notre ère. C'est peut-être sous l'influence méso-américaine qu'ils ont commencé à se détourner de leur vie nomade de chasseurs-cueilleurs, des déplacements saisonniers dictés par les mouvements du gibier et la maturité des plantes sauvages. Ils commencèrent à vivre dans de petits villages et à pratiquer l'agriculture. Avec le temps, ils acquirent davantage de biens, engrangèrent leurs récoltes, firent des poteries, adoptèrent l'arc et les flèches, domestiquèrent des chiens et des dindes. La chasse et la cueillette, qu'ils continuaient à pratiquer, ne venaient plus qu'en complément de leur récolte. Ils vivaient dans des maisons sur fosses et des constructions à flanc de falaise. Dès l'an 400 de notre ère, ils avaient mis au point un système d'irrigation sophistiqué pour leur culture de maïs et de courges. Dans leurs croyances, la kiva, structure religieuse et lieu communautaire, avait ainsi papu, un petit trou dans le sol, donnant accès au monde inférieur d'où avaient émergé les humains. On fixe à l'an 700 de notre ère la limite officielle entre les premiers Anasazi, les Vanniers et les ancêtres des Pueblos. Ils adoptèrent alors la pratique de la poterie, influencés par les Mogollons et les Hohokam, mais de couleur noire, grise et blanche qui les caractérisent. Ils cuisaient leur poterie dans les braises des foyers, et utilisaient un lit de paille pour leur donner des couleurs et des textures nouvelles. Presque en même temps, ils ont commencé à changer de style d'habitation. Les maisons sur fosse disparurent, pour laisser place à des demeures construites au-dessus du niveau du sol. Elles étaient faites de briques de boue et avaient un toit de branchages, de feuillage et de boue, soutenu par une charpente de bois. En reliant ces maisons entre elles,
Les Anasazi ont construit d'énormes complexes ou pueblos, villages en espagnol, sur les mesas ou dans les anfractuosités des falaises. Peu à peu, les villages s'agrandirent jusqu'à abriter une population de 5000 personnes. De nombreux villages étaient composés de plus de 400 pièces et abritaient de 50 à 100 familles. Vers l'an 1200, les Anasazi avaient une économie florissante. Leur agriculture, leur architecture, leur commerce et leur organisation sociale étaient très sophistiqués. Des motifs peints décoraient leurs murs, leurs poteries et leurs ustensiles. Leur mode de vie était très dépendant du climat. Pueblo Bonito, à Chaco Canyon, commencé vers l'an 900 de notre ère, est un exemple caractéristique. Immense structure de maçonnerie sémicirculaire, son arc relié par un mur rectiligne, ce pueblo avait 5 étages et 800 pièces. D'autres structures furent construites dans toute la région sur les mesas. Les habitants cultivaient la terre sur les plateaux alentours, afin de produire la nourriture pour ces grandes agglomérations. Les techniques agricoles comprenaient des cultures en terrasse et une irrigation à base de réservoirs et de canaux. Vers l'an 1000, la civilisation Anasazi a été florissante au détriment de celle des Mogolliones. Ce fut une période où l'abondance des pluies annuelles a provoqué des récoltes exceptionnelles. Alors qu'entre le XIe et le XIVe siècle, l'influence Anasazi grandissait, le Sud-Ouest connut une population de plus en plus nombreuse de bâtisseurs, d'agriculteurs, de potiers, de tisserands et autres artisans. Ce fut une époque culturellement riche, créatrice de poteries décorées, de vêtements de coton et de plumes aux couleurs vives, de bijoux de turquoise, de mosaïques et d'une grande variété d'outils et d'ustensiles. Durant cet âge d'or, les villages des mesas furent évacués, probablement pour des raisons de sécurité, au bénéfice de villages construits dans les anfractuosités des falaises, comme Cliff Palace à Mesa Verde ou Mummy Cave à Canyon de Shelly. Puis, vers le XIVe siècle, les Anasazi abandonnèrent leurs grands villages et partirent soit vers le sud, soit le long du Rio Grande, soit le long du Petit Colorado. Diverses théories expliquent cet exode massif. Un changement de pluviométrie et surtout, la longue période de sécheresse de 1276 à 1299. Déjà menacées par les guerres, les communautés Anasazi regardaient leurs sources se tarir. D'année en année, les rites destinés à faire venir la pluie sont restés impuissants. D'autres facteurs comme des envahisseurs nomades, en particulier les Utes et les Apaches, des guerres entre les pueblos, une pénurie de bois, ont peut-être obligé les Anasazi à abandonner des sites comme Mesa Verde et d'autres régions du plateau. Mais les restes de villages calcinés et les squelettes retrouvés témoignent de la fin tragique de nombre d'entre eux. Quelle que soit la raison, les Anasazi s'établirent dans de nouveaux villages plus petits, regroupés sur le Petit Colorado et sur le Rio Grande supérieur, où il y avait suffisamment d'eau pour vivre. En dépit de ces conditions difficiles, les travaux des artisans atteignent une remarquable qualité, que ce soit les poteries polychromes plus tard copiées par les Hopis, ou les textiles, puisque dans beaucoup d'endroits, des métiers à tisser sont présents dans les kivas. Les Anasazi ont laissé derrière eux un merveilleux témoignage de textiles, poteries peintes, mosaïques, bijoux délicats, vêtements de plumes tissées. Grâce aux loisirs que permettaient des récoltes excédentaires, la religion prit une place de plus en plus importante, comme l'attestent les figurines trouvées par les archéologues. Les peuples du Sud-Ouest. Lorsque les premiers Espagnols arrivèrent, en 1540 à 1549, des groupes vivaient dans des villages et cultivaient la terre le long des rivières ou sur les mesas. Il s'agissait des pueblos, Hopi et Zuni, et des Pima et Papago, Tohono O'odham. Les Hopi héritèrent du mode de vie Anasazi et l'adaptèrent à la région du fleuve Colorado. À Oraibi Pueblo, perché sur Black Mesa en Arizona, les Hopi descendaient par des sentiers escarpés nichés au fond de crevasses vers les plaines qu'ils cultivaient. Là, ils pratiquaient une agriculture sèche, plantant les grains de maïs profondément dans le sable pour trouver un peu de l'humidité laissée par les orages d'été. Les femmes autrefois réduisaient les grains séchés en farine à l'aide de pierres plates et lisses, métates, pour faire du piqui, des galettes de maïs, eau et cendres de bois, cuites sur une plaque de grès. Les femmes confectionnaient également des paniers et des poteries, dont le style rappelait celui des Anasazi. Les hommes cueillaient, cardaient et filaient le coton que les femmes teignaient des couleurs végétales du désert avant de le tisser. D'autres groupes, comme les Apaches et les Navajos, étaient semi-nomades et vivaient de la chasse et de la cueillette.
Leur origine se situe bien loin du sud-ouest. Ils parlent des langues atapascanes, comme les Indiens du nord du Canada et de l'Alaska. On ne sait pas exactement quand ils ont migré vers le sud. Les Apaches avaient généralement conservé la vie nomade de leurs cousins du nord, chassant le bison et l'antilope dans les plaines, et le cerf et l'élan dans les montagnes, pratiquant aussi la cueillette. Cependant, les Apaches Jicarilla du nord du Nouveau-Mexique apprirent l'agriculture des Pueblos, bien qu'ils ne se fussent pas intégrés dans le paysage culturel pueblo. Au contraire, ils les ont souvent combattus pour s'approprier les ressources du désert. Les Navajos ont gardé leur mode de vie ancestral de chasseurs-cueilleurs jusqu'à ce qu'ils acquièrent des moutons des Espagnols. Ils se tournèrent alors vers l'élevage et devinrent célèbres par leur tissage de la laine. Ils élurent domicile dans le désert, s'installant dans un habitat dispersé. Dans les régions désertiques parcourues par les rivières Gila et Salt, les Pima ont préservé le mode de vie d'un autre peuple ancien, les Hohokam. Dans les terres hautes, plus sèches, des peuples comme les Tohono-O'odham du désert de Sonora récoltaient les fruits du cactus, surtout le saguaro, le candélabre, et chassaient le petit gibier, les moutons de montagne, les daims, les dindes, les oies et les lapins. En Californie, des cultures isolées du reste de l'Amérique. La Sierra Nevada, avec ses sommets s'élevant jusqu'à 4400 mètres, constitue une immense barrière naturelle qui isole la Californie du reste de l'Amérique. Il faut remonter dans le nord et le nord-est pour rencontrer des ethnies dont la culture montre des signes d'une influence extérieure, en l'occurrence celle des tribus de la côte nord-ouest. En raison des conditions géographiques et climatiques, la zone californienne offrait une abondance de ressources qui explique que l'on estime à plus de 275 000 personnes la population aborigène originale. Elle était composée de plus de 105 tribus, dont les nombreuses langues appartenaient à 5 groupes linguistiques différents. Le principal était le groupe Hokan parlé par les Shasta, Porno, Karok, Chumash, Salina et Yana. Le groupe linguistique pénutien au centre était pratiqué par les Patwin, Miwok, Yokut, Costano, Wintin et Maïdou. La famille Shoshone du groupe Uto-Aztèque était parlée par les Tubatulabal et les Cahuilla. Dans le nord et le centre de la région, c'étaient les langues atapascanes, les Upa, Algonquines, les Yurok et Yukien, les Iki et les Wapo, qui étaient parlés. Après les débuts de la colonisation espagnole, on adopta le terme indien des missions, pour divers groupes indiens qui en général, parlaient des dialectes Shoshone et ont dû arriver tardivement dans la région. Certains groupes ont été désignés par le nom des missions auxquelles ils appartenaient, comme Gabrielino ou Fernandeno. Chacun de ces groupes s'était installé sur un territoire qui réunissait des terres hautes et une rivière ou une partie de la côte, où ils trouvaient tout ce dont ils avaient besoin pour prospérer. Sur la côte, le poisson était abondant toute l'année. Les Chumash ramassaient les coquillages, pêchaient le thon, le flétan, la bonite et de nombreuses autres espèces. Ils parcouraient les mers dans de grandes embarcations de bois pour chasser la baleine, le phoque, le lion de mer, le dauphin et la loutre de mer. Les cerfs, les lapins et tout un éventail de petits gibiers peuplaient l'intérieur des terres, et les rivières pullulaient de poissons. Le sol offrait à profusion des plantes comestibles et médicinales. La récolte de glands en automne fournissait un aliment de base. Broyé et filtré dans plusieurs eaux, il donne une farine d'un goût agréable dont on peut faire de la bouillie ou une sorte de pain sans levain. Chez la plupart des Californiens, l'année était ponctuée d'allers et retours entre la terre et la mer. Les ressources alimentaires étaient si bien distribuées dans le temps et l'espace que la chasse et la cueillette obéissaient à des rythmes réguliers. La richesse des terres californiennes a permis à nombre de ces peuples de développer des formes sociales, cérémonielles et artistiques complexes en l'absence d'agriculture, qui est en général le fondement de ces manifestations. Dans une certaine mesure, le groupe contrôlait des terres particulièrement généreuses. Les Chumash, par exemple, divisaient les terrains de chasse, d'autres groupes faisaient de même pour les plantes sauvages, les habitats animaux ou les lieux de pêche. En certains endroits, plusieurs familles étendues formaient des communautés plus larges, avec un village principal et des chefs. Les échanges étaient nombreux. Les Upas troquaient des glands et d'autres produits alimentaires de l'intérieur des terres avec les Yurok pour des algues, du poisson séché et des canaux creusés dans du bois de séquoia. Les Californiens utilisaient pour leurs échanges une forme de monnaie, des coquillages d'Antalya, qui représentaient également des symboles de statut et de pouvoir et servaient d'objets funéraires.
Plus tard, une autre forme de richesse devait mener à leur perte les premiers Californiens. La découverte de l'or en 1848 réussit ce que les missions espagnoles et mexicaines n'avaient pu faire. Des vagues de colons se succédaient à la recherche de l'or. Certains furent conquis par la richesse du pays et s'y installèrent. Les Hupas réussirent à survivre, à l'abri dans leurs vallées isolées. Mais pour les Chumash, les Luiseños, les Pornos et d'autres peuples, l'ère de l'abondance était terminée. Des populations nombreuses et diversifiées sur le plateau de la Columbia et la côte nord-ouest. Ces régions abritaient une multitude de peuples variés, qui parlaient de nombreux dialectes appartenant à différentes familles linguistiques. Le plateau lui-même n'était pas aussi peuplé que la côte pacifique à l'ouest. Il abritait néanmoins plus d'une vingtaine de groupes tribaux, descendants de l'ancienne culture de la cordillère, ainsi que des arrivants plus tardifs. Des villages, en général situés le long des rivières, devinrent les principales unités politiques, dirigées par des chefs. Deux familles linguistiques étaient prédominantes, au sud. Des langues pénusiennes étaient parlées par des tribus comme les Klamath, les Modocs, les Nez percés, les Cayuse, les Palouse et les Chinooks, dont les ancêtres communs se sont probablement installés dans la région vers 6000 avant notre ère. Au nord de la Columbia, la famille la plus répandue était le Salish, avec des dialectes parlés par les Cœurs d'Allen, les Flathead, les Kalispel, les Spokane, les Lilway, les Ntailakyapamuck et les Shuswap. Leurs ancêtres arrivèrent probablement vers 1500 avant notre ère. De plus, des bandes de langue Athapascan et Algonquin faisaient occasionnellement des incursions à partir des zones de culture des plaines et de culture subarctique. Plus tard, les habitants du plateau subirent l'influence des Grandes Plaines. Les Nez percés par exemple, ainsi que les Cayuse et les Palouse, devinrent des dresseurs et éleveurs de chevaux renommés après l'arrivée des Européens. Quant à la côte nord-ouest, elle était habitée de peuples appartenant à deux familles linguistiques principales. Le Naden parlé par les Tlingit, les Haïda et les Eyak, et le Pénutien parlé par les Tsimshian, les Chinooks, les Kos, les Alzéas, les Suisslaves et les Kalayupa. D'autres langues étaient présentes, sans qu'il soit possible de déterminer exactement de quelle famille linguistique elles faisaient partie. Pour les peuples de ces régions si diverses, le saumon revêtait une importance particulière. Au printemps, les poissons adultes remontaient les rivières loin de la mer pour y déposer leurs œufs dans les graviers des rivières peu profondes. Le saumon était une source de nourriture aussi prévisible que les saisons. La seule culture un peu pratiquée dans les deltas fertiles des rivières et sur les côtes était celle du tabac. Même sans tenir compte du saumon, la nourriture sur la côte était abondante: truites, morues, flétans, harengs et perlans. L'un des petits poissons, le holichan, était si riche en huile qu'une fois séché et traversé d'une mèche, il se consumait comme une bougie. Les mammifères marins également étaient nombreux. Les notkas et les macas chassaient les baleines, mais tous chassaient les phoques, les marsouins, les lions et loutres de mer. Les palourdes, les moules, les oursins et les huîtres étaient si abondants que sur les sites d'anciens villages, les monceaux de coquilles sont parfois épais de plusieurs mètres. Les forêts avoisinantes offraient à profusion des racines riches en féculents et des baies, ainsi que des cerfs, des castors, des ours, des martres et autres petits gibiers. Cette abondance naturelle permit l'épanouissement d'une culture qui pouvait rivaliser avec les cultures les plus élaborées d'Amérique du Nord. Des sociétés complexes et stables avaient pour caractéristique la conscience de la richesse, une spécialisation technique, une stratification sociale et des traditions artistiques hautement développées. La population de la côte nord-ouest avait à sa disposition toute la nourriture voulue et les matériaux pour construire des habitations spacieuses et des bateaux robustes. C'est pourquoi elle eut le loisir d'élaborer un système social aussi complexe, au cœur duquel se trouvait la coutume du potlatch. La quantité de biens matériels dont un individu pouvait faire don déterminait son rang et son prestige. Comme pour d'autres aires culturelles, il convient de faire remarquer que le terme tribu est d'usage pratique, mais que les villages ou des lignées ou familles étendues étaient beaucoup plus significatifs dans le tissu social. Les peuples de la côte nord-ouest partageaient avec les habitants du plateau une économie assise surtout, mais non exclusivement sur la pêche. D'autres traits étaient communs, mais aucun peuple du plateau n'avait la même conscience de leur richesse, la même conscience de classe que les sociétés côtières. Durant la période protohistorique, de nombreuses cultures du plateau furent influencées par la culture du cheval qui prédominait dans les plaines. En altitude, les chasseurs pouvaient poursuivre élans, chèvres, loups et grizzlies.
La matière première de prédilection de ces populations était le cèdre rouge, tendre mais imputrescible. Dans le nord, l'habitat était fait de maisons de rondins verticaux enrobées de planches de cèdre qui se chevauchaient, avec un grand mât soutenant un toit à pignon. Les maisons étaient souvent sculptées et peintes. Plus au sud, les maisons étaient plus vastes, mais n'avaient que peu ou pas de décoration. Plusieurs familles partageaient une maison sans fenêtre, chacune occupant un espace le long des murs autour d'une zone centrale commune. Les artistes du Nord sculptaient et peignaient les poteaux, les façades des maisons, les bateaux et jusqu'aux ustensiles de cuisine de motifs complexes. Les totems étaient l'expression la plus vigoureuse d'une croyance dans des forces créatrices fondamentales, particulièrement chez les Tlingit, les Haïda et les Tsimshian. Cette énergie créatrice allait de pair avec la forte conscience de classe d'une grande partie de la société de la côte nord-ouest. Dans cette région où les gens étaient nobles, gens du commun ou esclaves, la représentation matérielle du statut revêtait une grande importance. Les individus, les familles et les clans possédaient et exhibaient des représentations d'ancêtres animaux et autres personnages mythologiques. Ils avaient des droits sur des noms, des chants, des danses et des mythes, comme sur des zones de pêche, des terrains de chasse et des bancs de coquillages. Là où la société était moins hiérarchisée, comme chez les Salish et les Chinook, les signes de statut social étaient moins nombreux et les artistes décoraient surtout les objets religieux. À l'intérieur des terres, les peuples qui vivaient dans les bassins des fleuves Fraser et Columbia étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils n'étaient cependant pas coupés des cultures qui les entouraient. La culture de la côte pacifique leur était parvenue sur les canoës des commerçants, probablement dès l'Antiquité, comme le laissent à penser les statuettes de pierre animales ou anthropomorphes trouvées par les archéologues. En effet, outre la nourriture, les nombreux cours d'eau offraient des voies de communication qui favorisaient le commerce. Plus récemment, des groupes comme les Nez Percés ont trouvé que le cheval convenait parfaitement aux grandes étendues herbeuses du plateau et ont imité les modes de vie des plaines. Cueilleurs-chasseurs nomades dans la région subarctique. Cette zone est relativement homogène, la toundra au nord, la taïga au sud. Aussi les ressources sont-elles à peu près les mêmes. Des troupeaux de caribous se déplacent à travers montagnes et vallées, ainsi que des lièvres, des cerfs, des élans, des bœufs musqués, des rats musqués, des porcs-épics et des écureuils. Les ours noirs aussi habitent les forêts. Celles-ci fournissent en abondance le bois pour construire des abris, des canoës, des outils, de quoi tresser des paniers, ainsi que des plantes comestibles et médicinales, y compris des baies et des racines. Les poissons, abondants dans les rivières et les lacs, forment la base de l'alimentation. En dépit des fortes neiges d'hiver, les ressources naturelles permettent une grande variété de modes de vie et de régimes alimentaires. Les quelques peuples aborigènes de la région subarctique devaient subir des hivers longs et rudes. Mais si les étés pouvaient être doux, ils étaient infestés de mouches noires et de moustiques particulièrement agressifs. La plupart de ces peuples étaient nomades, se déplaçant en petits groupes unis par le dialecte et les liens familiaux, pour pratiquer la chasse et la cueillette. La vie de nombreuses bandes était rythmée par les migrations saisonnières des caribous entre la toundra et la taïga. Le gros gibier comprenait également les orignaux et les rennes. Quant au petit gibier, il était composé de castors, de visons, de lièvres, de loutres et de porcs épis. Ces derniers étaient très appréciés pour leur viande et pour leur piquant qui était teint avec des colorants tirés de baies et de champignons, puis aplatis et utilisés pour broder vêtements et accessoires. Pour conserver le produit de leur chasse, les Indiens faisaient du pemmican. Ils coupaient le gibier en fines lamelles qu'ils faisaient sécher au soleil, puis les broyaient et les mélangeaient avec du suif, avant de mettre la pâte obtenue dans des sacs de peau. Poissons et gibier à plumes enrichissaient le régime alimentaire. À l'est, l'écorce de bouleau était particulièrement appréciée pour construire des bateaux, des récipients, y compris pour la cuisine. Les Indiens vivaient le plus souvent dans des tipis rudimentaires, en petits groupes dont les membres étaient interdépendants. L'organisation sociale était peu complexe en raison de leur mode de vie nomade. Les derniers venus, les habitants de l'Arctique. Dans l'Arctique, le soleil ne se couche pas pendant les 3 mois d'été, mais l'hiver, la nuit à son tour dure 3 mois, éclairée seulement par la lune et les étoiles et la lueur crépusculaire qui vient du sud. L'hiver, aucune terre n'est plus ingrate. Pendant 9 mois, la température reste en dessous de 0 degré Celsius, mêlant la terre et la mer en étendues indiscernables de glace et de neige balayées par les vents.
Mais lorsque le soleil apparaît à nouveau, la neige fond pour révéler une toundra dénuée d'arbres caillouteuses, parsemée de mousse et de lichen, de quelques fleurs éphémères et d'arbustes chétifs. La vie animale se réveille. Les phoques grimpent sur les blocs de glace pour se chauffer au soleil, les morses se rassemblent le long de la côte, des troupeaux de caribous et de bœufs musqués broutent les jeunes pousses. L'air retentit de cris d'oiseaux. Les ours grizzly, les loups, les renards et les belettes chassent le petit gibier. Les hommes ont commencé à chasser dans l'Arctique, il y a environ 4500 ans. Les Dorset et les Tulés possédaient des kayaks, des traîneaux et divers équipements essentiels à une vie dans la neige. Les Tulés chassaient la baleine et d'autres mammifères marins. Il y a quelques centaines d'années, le climat se refroidit et seules les eaux proches des courants chauds du Pacifique demeurèrent libres. Les peuples de l'Arctique central et oriental devinrent des chasseurs de phoques. Par nécessité, les peuples qui habitaient ces régions devaient être ingénieux et endurants. Les arbres étaient inexistants, aussi le bois rejeté par la mer était-il le seul bois disponible, un bien précieux. Les habitations étaient creusées dans la neige ou faites de blocs de glace. Les chiens étaient plus qu'ailleurs, les amis de l'homme, l'aidant à chasser sur terre et sur mer, transportant les hommes et leurs biens et les protégeant du danger. Les hommes ont survécu dans un environnement aussi hostile, parce qu'ils avaient appris à en utiliser les moindres ressources. Ils utilisaient les peaux pour leurs kayaks et leurs vêtements. Ils fabriquaient des bougies avec de la graisse de baleine, dont ils faisaient une consommation régulière pour lutter contre le froid. Le cuivre qu'ils trouvaient le long de la côte nord du Yukon leur permettait de façonner des outils et des décorations. Ils sculptaient en outre de superbes statues dans l'ivoire des défenses de morse. Dans le sud de la région, qui est boisée, les hommes pouvaient avoir un régime alimentaire plus varié. Ils vivaient dans des maisons de bois et de terre, et faisaient souvent du commerce avec des Indiens plus au sud. La région arctique est occupée au sud par les Aléoutes, et au nord par les Inuits. Leur mode de vie et leur langue sont très proches. On appelle souvent les Inuits les Esquimaux, mot algonquin qui signifie mangeurs de viande crue. Eux-mêmes préfèrent le terme Inuit, les hommes. Les Aléoutes vivent dans les îles Aléoutiennes, un chapelet d'îles désolées s'étalant entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Aléoutes et Inuits avaient traditionnellement en commun une partie de leur technologie. Ils utilisaient des kayaks, faisaient brûler de l'huile de phoque dans des lampes de pierre et vivaient dans de grandes maisons communes, en partie souterraines, dont le toit était fait de bois rejeté par la mer ou d'os de baleine et de mottes de terre mélangées d'herbes. Les kayaks des Aléoutes ou Baidarka étaient très semblables à ceux des Inuits. Ils étaient courts, faits de peau de phoque ou de morse, tendus sur une légère armature de bois. L'avant avait parfois la forme d'un bec d'oiseau ouvert. Inuits et Aléoutes portaient des vêtements très efficaces contre le froid et la pluie, faits surtout de boyaux de phoque et de peau. Les chasseurs arboraient des casques de bois à large visière, décorés d'ivoire et de moustaches de lion de mer. Cependant le Pacifique a permis aux Aléoutes d'avoir un style de vie différent. Ils pêchaient le saumon, ramassaient des coquillages et des oursins, attrapaient des poulpes dans les rochers, déterraient des racines comestibles et cueillaient des baies. Les Aléoutes avaient des contacts avec les Tlingits et d'autres peuples de la côte nord-ouest. Leur société, comme celle de leurs voisins au sud et contrairement aux Inuits, était très hiérarchisée, avec un chef, le peuple et des esclaves. Néanmoins, ils ne pratiquaient pas le potlatch. Les Inuits vivent sur toute la surface de la calotte polaire. Tous les Inuits, des Yukits de Sibérie au Kalaalleq du Groenland, partagent la même langue et le même style de vie. Les Inuits de la vaste région qui s'étend de la rivière Mackenzie à la baie d'Hudson, y compris les Netsilik, les Iglulik et les Evili, menaient la vie que le reste du monde considère comme la vie esquimaude. Pour résister au froid, ils portaient d'épaisses parkas, des pantalons de peau de caribou, la fourrure à l'intérieur ou de peau d'ours polaire, la fourrure à l'extérieur et des bottes de caribou ou de peau de phoque. Comme leurs lointains ancêtres, ils utilisaient des traîneaux à chiens et construisaient des igloos lors de leurs déplacements d'hiver. Suivant les saisons, l'habitat changeait. Les Inuits vivaient soit dans des igloos, le type de demeure qui nous est le plus familier, mais qui en fait n'est utilisé que l'hiver, soit l'été dans des tentes, faites d'une armature de bois rejetée par la mer et recouverte de peau de caribou. Les Inuits d'Alaska et du Groenland avaient un habitat plus permanent, constitué de pierres ou de bois et de mottes de terre mélangées d'herbes. Ils utilisaient également des côtes de baleine.
Les intestins de phoques bien tendus étaient posés sur les fenêtres, donnant un peu de lumière à l'intérieur. Le nom autochtone de ces habitations est Karmak. L'année inuite était organisée autour de la chasse. L'hiver, plusieurs familles s'unissaient pour chasser le phoque, leur principale source de nourriture. Les phoques doivent respirer plusieurs fois par heure aussi. Lorsque l'eau commence à geler, ils s'aménagent de petits trous d'air en grattant la glace par en dessous. Les chiens aidaient les Inuits à localiser ces trous, souvent cachés par de la neige fraîche, et les chasseurs attendaient dans le froid parfois pendant des heures avant de pouvoir attraper leur proie à la lance. Lorsqu'un endroit était épuisé, les hommes levaient le camp. Dès la fonte des neiges, les grands camps d'hiver se disloquaient et les Inuits parcouraient la toundra en petits groupes familiaux pour profiter de la brève explosion de vie du printemps et de l'été. Ils chassaient le petit gibier, pêchaient la morue, installaient des barrages pour attraper les ombres et ramassaient les œufs. Les phoques devenaient des proies plus faciles lorsqu'ils se rassemblaient pour mettre bas et nourrir leurs petits. Les Indiens chassaient également le morse, recherché pour son ivoire dont il faisait des armes et des outils, mais également de délicates figurines dont la tradition remontait aux temps les plus anciens. Au mois d'août, les premières neiges persistantes s'étaient installées et dès septembre, les rivières et les lacs étaient gelés. Le long hiver recommençait. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord ont vécu pendant des millénaires en participant au délicat équilibre entre la terre et ses ressources. Ils ont eu des modes de vie extrêmement divers, chacun ayant sa contribution à apporter à l'humanité. Leur vie était liée à celle des animaux et des plantes avec qui ils coexistaient, différentes suivant les conditions climatiques et géographiques. Leur créativité et leur ingéniosité leur ont permis de survivre et de créer des outils efficaces, des habitations, des vêtements et des modes de vie parfaitement adaptés au milieu. Les Indiens à cheval parcourant les grandes plaines au galop ne sont qu'une image tardive, dont l'histoire populaire et les films ont fait le symbole de l'Amérique d'avant l'invasion européenne. Il ne peut y avoir de symbole unique de l'Amérique précolombienne. Comment confondre en un seul ensemble des cultures aussi variées que celles des Inuits du Grand Nord, des pêcheurs de saumon du Nord-Ouest ou des habiles agriculteurs d'un Sud-Ouest désertique ? Ces sociétés ont fonctionné et ont évolué au gré des changements climatiques ou des migrations du gibier, des conflits ou des relations commerciales entre les différents groupes, isolés sur le continent américain sur une période de milliers d'années. Aux environs de l'an 1500, les nations européennes ont commencé à s'implanter en Amérique du Nord. Ils se sont appropriés la terre et ses ressources, en vertu du droit de découverte, ignorant généralement les liens des autochtones avec la terre-mère. Wilma Mankiller, chef de la nation Cherokee d'Oklahoma, a écrit ce tribut à la continuité de pensée et de croyances des premiers Américains en ce qui concerne leur relation avec la terre. Nous, les êtres humains, ne sommes qu'une petite partie de la création. Nous agissons parfois comme si nous étions la totalité, et non une partie de la création. D'autres mondes existent à côté du monde des hommes. Le monde des plantes et le monde des animaux sont tout aussi importants. Nous devons vivre en équilibre et en harmonie avec tous les autres êtres vivants. Nous devons nous efforcer de comprendre les liens qui unissent toutes les choses vivantes, et accepter notre rôle individuel dans la protection et le soutien des autres formes de vie sur Terre. Nous devons aussi accepter notre propre insignifiance dans la totalité des choses. 26. Hogan Navarro, photo Strigler. Longue Maison Mohawk, photo Strigler. Wigwam Iroquois, photo Strigler. Chapitre 2. Un continent envahi. Des voyages de Christophe Colomb à la naissance des États-Unis. Pendant une bonne partie du XVIIIe siècle, l'issue de la lutte d'influence entre les nations européennes sur le continent nord-américain fut imprévisible. Il semble que la majorité des Indiens pensaient qu'un nouvel équilibre entre de nombreuses nations était encore possible. Les 250 ans qui se sont écoulés entre l'arrivée de Ponce de León en Floride en 1513 et le traité de Paris en 1763, qui divisa l'Amérique entre deux des quatre puissances qui l'avaient revendiquée, ont été décisifs pour les centaines de peuples qui habitaient déjà le continent. Ils avaient commencé par accueillir les nouveaux arrivants avec amitié, et en leur apportant leur aide. Ce n'est que lorsque les effets néfastes de l'invasion européenne devinrent évidents, que l'hospitalité amicale fit place à une résistance acharnée.
Dans les années 1790, seules quelques tribus peu nombreuses avaient été totalement soumises. Sur la côte est, là où les colons européens étaient les plus nombreux, des petits groupes comme les Wampanoag avaient été vaincus. Mais partout ailleurs, entre l'Atlantique et le Mississippi, les Indiens constituaient encore des corps politiques, soit en tant que confédération comme les Creeks dans le sud-est et les Iroquois dans le nord-est, ou en groupes autonomes comme les Kickapoos du nord-ouest. Ces corps politiques contractaient des alliances entre eux ou avec des Européens. Pendant la plus grande partie du XVIIIe siècle, Français, Espagnols et Britanniques s'affrontèrent pour assurer leur suprématie. Ce n'est que vers la fin du siècle que les Américains apparurent comme les maîtres du continent nord-américain. Mais la grande majorité des Indiens jouaient encore un rôle actif dans l'arène politique par la guerre ou la négociation, partout où ils pouvaient préserver leur indépendance, échapper à la domination des Euro-Américains, ou conquérir d'autres tribus. Ce fut une époque pour les Indiens, où l'introduction de nouvelles marchandises créa de nouveaux buts, qui aboutirent souvent à des conflits entre tribus. L'invasion progressive de leurs terres les obligea à modifier leur comportement, pour tenter de faire face à cette menace inconnue. Ce fut une période de concurrence pour le commerce, de migration, d'alliances fluctuantes, d'instabilité politique et de bouleversements culturels. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que les Indiens à l'est du Mississippi prirent conscience que leur lutte était désespérée, et que non seulement leurs terres, mais aussi leur mode de vie, étaient menacés. Les nations indiennes, au XVIIe et XVIIIe siècle, étaient nombreuses et variées. À l'est du Mississippi et au sud de l'Ohio, la majeure partie de la population parlait des langues muskogéennes et formait 4 grands groupes, les Creeks, les Choctaws, les Chickasaws et les Séminoles. Ces derniers cependant n'apparurent comme entités qu'à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'ils se créèrent à partir de divers petits groupes sous la pression des Euro-Américains. De telles fusions n'étaient pas rares. Au nord du Mississippi à la côte, vivaient des peuples de langue algonquine, comme les Delaware, les Pequot, les Chippewas ou les Fox. Les 5 nations des Iroquois de la région de New York et les Cherokees du Tennessee parlaient des langues apparentées, mais qui n'étaient ni muskogéennes, ni algonquines. Les effets de la présence européenne ont été divers. Dans le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et la Californie, de nombreux peuples indiens furent très tôt en contact direct avec les colons, les marchands et les explorateurs européens. Dans ces régions, l'expansion rapide du commerce, de l'agriculture et des populations européennes fit sentir son poids sur les terres, les populations autochtones et les ressources naturelles. Des maladies inconnues firent des ravages dans des populations qui ne leur offraient guère de résistance. Les missionnaires tentèrent de faire disparaître les religions et les cultures indiennes. Les rivalités européennes ont enrôlé comme alliés des peuples dans des conflits qui leur étaient étrangers. Des marchandises et des technologies nouvelles ont apporté de profonds changements dans des modes de vie traditionnels, créant des besoins nouveaux. Bien au-delà des installations européennes, les effets indirects de cette présence affectaient les Indiens. Les chevaux, les fusils, les produits manufacturés, sans oublier les maladies, se répandaient le long des anciennes routes commerciales. Des alliances se faisaient et se défaisaient en fonction des conflits entre pays européens, affectant les relations intertribales. Alors que les tribus, les unes après les autres, étaient déplacées par l'invasion européenne, de nombreux Indiens ont dû chercher de nouvelles terres. Malheureusement, la plupart de ces événements n'ont été consignés que lorsque des intérêts européens étaient en jeu, et les documents écrits d'un point de vue européen ne font que mentionner superficiellement ce que vécurent les Indiens pendant cette période de colonisation. Plus de 50 ans après le traité de Paris, cependant, Red Jacket, un chef Sénéca, a résumé cette histoire du point de vue des premiers Américains lors d'une conversation avec un missionnaire. Il fut un temps où nos ancêtres possédaient cette île immense, du soleil levant au soleil couchant. Le grand esprit l'a créée à l'image des Indiens. Il a créé les bisons, les cerfs et les autres animaux pour notre nourriture. Leur peau nous servait à nous vêtir. Grâce à lui, la terre produit du maïs pour faire du pain. Il avait fait tout cela pour ses enfants rouges, parce qu'il les aimait. Mais un jour néfaste s'est levé pour nous. Vos ancêtres ont traversé les eaux et ont accosté cette île. Ils étaient en petit nombre. Ils ont trouvé des amis et non des ennemis. Ils nous ont dit qu'ils avaient fui leur propre pays par peur d'hommes mauvais, et pour pratiquer librement leur religion.
Ils nous ont demandé de leur faire un peu de place. Nous avons eu pitié d'eux et avons accédé à leurs requêtes. Et ils se sont installés parmi nous. Nous leur avons donné du maïs et de la viande. En retour, ils nous ont donné du poison. Les hommes blancs avaient trouvé notre pays. La nouvelle se répandit et ils arrivèrent en plus grand nombre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.